J'aimerais revenir sur la journée du 23 janvier dernier. Vous le savez, c'était le jour de l'audience. Depuis ce jour, je ne me suis pas du tout exprimé sur ce qui s'est passé à l'audience et c'est l'occasion de revenir sur cette journée. Et d'emblée, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont venues me voir à la suite de leur soutien, je dirais, virtuel sur TikTok et à travers les commentaires qu'ils ont écrits pour me soutenir pendant toute cette période. Pour la première fois, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'entre vous et j'ai eu également des commentaires de personnes qui m'ont expliqué qu'elles ne pouvaient pas être là parce que à distance, à l'étranger, ou simplement parce qu'elles étaient indisponibles à cause de leur travail ou de leurs obligations. Eh bien, j'aimerais tous vous remercier, que vous ayez été là physiquement ou pas, ou même ceux qui bien sûr ont été absents. Je tiens à vous dire que même les absents étaient présents. J'ai ressenti votre présence énergétique et j'ai bien ressenti que je n'étais pas seul. Et c'était une émotion forte de se sentir entouré, et d'autant plus forte que ça rentre en contraste avec l'isolement psychologique dans lequel je me trouve à me battre contre toutes les institutions. Et votre présence a fait contrepoids à cette force qui tente de me tirer vers le bas. Vous tous réunis, présents ou absents, vous m'avez tiré vers le haut, vers la lumière, et je ne saurais, je ne sais comment vous remercier au-delà des mots. En tout cas, je vous embrasse tous. C'était une journée forte en émotions de vous savoir là, de vous voir là. Je tiens à saluer particulièrement tous ceux qui sont venus à moi en criant Mimiche, Mimiche, notre héros, et qui sont venus spontanément me serrer dans les bras, ou d'autres qui se sont exprimés différemment en n'osant pas m'aborder et que j'ai repéré du coin du regard, et j'ai aussi apprécié, même si vous étiez dans une démarche plus hésitante à venir à mon contact, que vous étiez là pour me soutenir, et quelle que soit votre façon comment dirais-je, de vivre le moment. Vous avez été tous merveilleux, et ça a été une très belle journée, vraiment une très très belle journée en émotion et en rencontre. Voilà. Euh, je vais revenir sur ce qui s'est passé bon, brièvement à l'audience pour que ceux qui me suivent toujours voient quels sont les pas, les nouveaux pas qui sont franchis dans la procédure, et que vous sachiez un petit peu d'épisode en épisode où nous en sommes. Euh, Nous avons passé, après l'audience, comment dirais-je, avec tous mes nouveaux amis, euh, beaucoup de temps à, à boire un petit coup, à partager, à rigoler, à raconter nos anecdotes. C'était vraiment un moment privilégié. Et puis pour ceux qui étaient disponibles, la soirée s'est terminée au restaurant. Et là aussi, c'était vraiment un beau moment. En tout cas, c'était vraiment, vraiment un moment que je n'oublierai pas, et je le redis, merci à vous tous d'avoir été là. Voilà, tous à mes côtés. C'est vraiment très appréciable lorsque l'on est, encore une fois, accablé, que des forces très puissantes vous essayent de vous créer du tort, de sentir que vous n'êtes pas seul. C'est très important. Et au-delà de ma démarche et de mon problème juridique, j'aimerais que, au-delà de mon cas, ça puisse aider ceux qui se sentent, en écoutant ma vidéo, dans l'isolement, parce qu'eux aussi ont des procédures, des tracasseries, des problèmes à régler. Pensez que vous n'êtes pas seul, et que même s'il n'y a pas une proximité physique qui vous accompagne, vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez, encore une fois, nous le vivons tous, et il y a je dirais une solidarité qui dépasse nos présences, notre proximité entre les uns et les autres. Même si d'apparence nous sommes absents, que vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Pensez toujours que vous êtes pas seul, même au pire de vos moments où vous êtes vraiment les batteries déchargées, à la limite de la dépression, ou même pire. Même pire, moi je suis assez sensible
à la dépression, aux gens qui ont vécu la dépression, parce que ma propre maman l'a vécu et malheureusement cette dépression a fini par l'emporter. Et si mon simple mot là de dire à ceux qui m'écoutent, même si vous êtes au fond psychologiquement, la vie mérite d'être vécue, faites abstraction, je ne sais pas comment, puisez dans vos dernières ressources pour vous redresser et vous verrez que demain, vos problèmes ne seront peut-être pas réglés, mais le soleil à nouveau va se lever et ne serait-ce que de sentir la chaleur du soleil sur le corps, ça vaut la peine. Vraiment, accrochez-vous à chaque jour. Ne vous laissez pas emporter par toute cette force qui nous tire tous vers le bas. Soyez plus fort que la vie, soit la plus forte surtout. Voilà. Revenons, pardon. Revenons à l'audience factuellement. Donc l'audience s'est ouverte à 14 heures. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails. J'ai été convoqué à la barre et mon avocat a manifesté le désir que les vidéos soient produites. Moi, j'ai beaucoup insisté pour que les vidéos soient produites. Je parle des vidéos au pluriel parce qu'il y a 2 vidéos. Il y a la vidéo de ce qui s'est passé à l'aérogare, qui va permettre de révéler la vérité et de contredire la version de ceux qui me persécutent. Et il y a également, j'ai demandé la production de la vidéo de la police. Le policier avait une caméra pectorale et donc moi j'insiste beaucoup pour que la police puisse produire les vidéos qui corroborent leur version des faits. Voilà. Ce serait bien, au-delà des mots. Essayons de faire quelque chose de courageux, c'est-à-dire essayons de mettre de côté nos dépositions les uns les autres et laissons la vérité jaillir avec la vidéo. C'est tout, sans commentaire, sans plaidoirie, sans baratin, sans mensonge. Laissez les Français visualiser les 2 vidéos, aérogare et ce qui s'est passé au commissariat, sans censure. Moi, vous voyez, j'ai fait une vidéo, j'ai diffusé une vidéo il y a quelques jours où les petites séquences que j'avais, je les ai diffusées. Alors que je sais que l'avocate de la partie adverse est en train d'éplucher mes publications sur TikTok. Elle s'est confiée, et je crois qu'elle l'a dit, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on me l'a rapporté, je n'en suis pas sûr à 100%, on m'a rapporté qu'elle avait accordé un entretien à France Télévisions et qu'au détour de son entretien à France Télévisions, elle avait confié qu'elle épluchait mes vidéos et qu'elle allait exploiter les moindres dires que j'exprime, enfin tout ce que j'exprime sur les vidéos. Alors si vous le faites, soyez sympa de ne pas oublier dans quel contexte je dis les choses. N'allez pas sortir une phrase sortie de son contexte. Soyez honnête, voilà. Les gens méritent d'avoir pas seulement ce que je dis, phrase par phrase, mot par mot, sorti de son contexte. J'ai toujours insisté dans mes vidéos pour que vous ayez la quintessence de ce que je dis. Donc pour avoir la quintessence de ce que je dis, il faut laisser toute la vidéo se dérouler pour qu'on puisse en mesurer la teneur en dehors des mots, dans les silences que j'ai voulu dire, au-delà des mots eux-mêmes, voilà, mettre en perspective pour passer de l'apparence du message à l'essence du message. Vous comprenez? Voilà. Alors, si vous le faites, faites-le honnêtement. Voilà, faites-le. Moi, je m'exprime. Je suis bien conscient que je suis une parole publique, que vous allez l'exploiter, exploitez-le, mais exploitez ma parole, mais dans le sens de la vérité. N'essayez pas de travestir ce que je dis, d'accord? Voilà, donc l'audience s'est ouverte et donc il y avait cette question de la vidéo. Et j'ai bien senti que dans le premier réflexe de la plaidoirie de la partie adverse, c'était de dire, bon, en gros, la vidéo, on a assez de dépositions pour déterminer que M. Goural est un criminel, quoi, en gros. Mais bon, ils l'ont dit sur la pointe des pieds, parce que c'est pas facile de plaider la non-publication de la vidéo, que le tribunal soit privé de la visualisation de la vidéo, alors qu'on est tous dans une démarche de vérité. C'était compliqué, donc ça a été dit à demi-mot, mais je l'ai entendu, je l'ai entendu. Mais très rapidement, au bout d'une phrase ou deux, la partie adverse est revenue à la raison et ne pouvait pas soutenir, je dirais, le fait que la plaidoirie allait continuer sans que les vidéos qui existent soient produites. Bon, donc on a obtenu que les vidéos soient... Enfin, que la vidéo, celle de l'aérogare, celle de la police, je ne sais pas. Mais, en tout cas, je la demande. Messieurs les policiers, allez, allez, Coubertin, les mousquetaires, du panache.
Les images, elles existent. Allez, publiez-les, montrez-les à toute la France. Montrez à la France entière quel odieux personnage je suis. Hein, les mauvais traitements que vous avez supportés à cause de moi, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Allez, montrez-le à la France entière. Vous avez les vidéos, que ça serve à quelque chose. Hein? Ne laissez pas les gens dire que, sous prétexte que vous êtes assermenté, le fait que vous soyez assermenté vous permet de dire aussi bien du vrai que du faux et que finalement, judiciairement, ce soit forcément du vrai puisque vous êtes assermenté. Allez au-delà, produisez les vidéos. Je suis prêt à les voir, la justice veut les voir. Montrez-les. Faites comme dans les films américains. Vous voulez que la vérité sorte, vous prenez la vidéo, vous allez au scellé, vous prenez la vidéo, vous mettez dans une enveloppe anonyme et puis vous l'envoyez à Madame le juge. Personne ne saura que c'est vous. Faites une BA. Allez, montrez les vidéos. Bien, donc finalement on obtient que les vidéos que la vidéo de l'aérogare soit produite. Mais la chose extraordinaire, donc je suis devant Madame le juge, je suis planté là comme un piquet pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis je vois qu'il se passe des choses, je comprends pas trop ce qui se passe, et en fait je comprends après qu'on cherche une salle. Donc se passe 10 minutes, un quart d'heure, on cherche une salle, plus personne ne parle, on attend. Mon avocate m'explique qu'elle a une autre audience, qu'elle doit me quitter, donc elle quitte la salle, donc je suis encore planté là, et au bout d'un moment, Madame le juge m'autorise à regagner ma place, et donc là on assiste pendant 2 heures, je crois, peut-être plus, je me souviens pas, j'ai pas chronométré, à l'audience complète de l'affaire suivante. Et j'en dirai peut-être un petit mot aussi à la fin. De l'affaire suivante, très très intéressante, et je vous encourage, c'est mieux que Netflix, économisez l'abonnement Netflix et allez dans les prétoires. Allez dans les prétoires. C'est public. Vous vous pointez dans n'importe quel tribunal à 14h, vous êtes sûr d'avoir une audience qui commence, quelle que soit la salle, vous choisissez au hasard votre salle et asseyez-vous sur les bancs, c'est fait pour vous. Hein. C'est fait pour vous. Les plaidoiries sont faites en votre nom et vous avez accès à toutes les plaidoiries en cours. Hein. Donc allez-y, vous allez voir, c'est très instructif. Je dirais un petit mot de l'affaire en question. Et donc on reste pendant 2 heures ou 2 heures et demie, tous, hein, toute la salle, mes soutiens, tout le monde, il y avait une salle remplie de gens qui assistaient à cette plaidoirie d'une personne qui défendait ses intérêts. Et finalement, après cette plaidoirie, 2 heures et demie après, on revient à mon affaire, et là, je comprends que tout ce temps a été investi pour trouver une salle. Mais manifestement, c'était salle numéro 1 et qui avait été décidée. Alors, je ne sais pas si c'est à la demande de la partie adverse, parce que mon avocate n'était plus là. Elle était partie traiter une autre affaire, elle n'était plus là. Donc moi, je ne comprenais même pas ce qui se passait, et mon avocate n'était plus là. Donc moi, comment dirais-je, mon corps était là, mais mon cerveau ne maîtrisait plus rien. Je ne savais pas ce qui se passait, ce qui se tramait. Et je comprends à la fin que finalement, paraît-il, à la demande de la partie adverse, ça va être dans la salle numéro 1. Bon, et sauf que, et ça je le comprends encore après, sauf que la salle numéro 1, c'est une des salles qui sont à notre disposition, mais où il n'y a pas la possibilité de projeter la vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Et finalement, c'est validé comme ça. Et si je ne dis pas de bêtises, Madame le juge a fini par dire écoutez, j'espère qu'on pourra quand même visualiser la vidéo, ne serait-ce que sur un écran. Bon, c'est quand même frustrant pour moi, parce que si j'ai bien compris, et je parle sous le contrôle de la justice et des différents acteurs de cette affaire, il me semble qu'on va être dans une pièce où il n'y a pas matériellement la possibilité de projeter la vidéo pour que la France entière puisse le voir, symboliquement, même si c'est ceux qui sont dans la salle, que ça va être, je pense, si j'ai bien compris, sur un coin de table avec un portable ou une petite télé, je n'en suis même pas sûr. Et surtout, donc, on ne va pas avoir une salle adaptée à la projection, et surtout, il va falloir attendre 13 mois. 13 mois pour obtenir une salle inadaptée. Voilà où on en est. Donc moi, je vais devoir attendre 13 mois. Mettez-vous à ma place.
13 mois ont suspendu à une décision de justice. Vous voyez la vie que ça va m'imposer pendant 13 mois, psychologiquement, énergétiquement, etc. Alors que j'ai déjà payé le prix fort, il me semble quand même. Hein. 2 jours de garde à vue, j'ai fermé mon entreprise à Valence, tous les efforts que j'ai fait depuis 1 an et demi pour créer cette société, la lancer au moment où elle commençait à balbutier, on lui coupe tout moyen de survivre puisque je suis empêché d'aller à Valence, donc pas possible de maintenir en vie cette société. Je l'ai arrêtée, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je l'ai arrêtée le 31 décembre 2024, définitivement. L'appartement, les studios, enfin les bureaux sont à vendre aussi. Vous voyez les conséquences que ça a. Et encore là, 13 mois d'attente et potentiellement une condamnation peut-être. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une disproportion? C'est terrible. Hein. Bien, juste un petit mot sur l'audience à laquelle nous avons assisté. Et je pense que si les forces en présence ont fait que, alors qu'on était venu pour carrément autre chose, on a dû se coltiner toute cette audience de ce monsieur que je ne connais pas. En fait, c'est un papa qui est en conflit de divorce assez houleux avec son ex-femme depuis des années, plusieurs années. Et ils ont 2 enfants, dont un enfant qui a un problème psychologique. Et donc, son ex-femme, la maman de ses enfants, le poursuivait parce qu'il s'est absenté 3 heures. Le nœud du débat, c'était de savoir si ce papa avait commis une faute grave en laissant ses enfants pendant 3 heures. C'est ce qu'on lui reproche. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il a fait, parce que lui, au contraire, il a dit qu'il ne s'était pas absenté, que sa sonnette était en panne, quelqu'un a sonné, il s'est absenté quelques minutes pour ouvrir et qu'il est remonté et il conteste s'être absenté. Bon, de toute façon, le nœud du problème, c'est pas ça. Si je souhaite aborder rapidement cette affaire à laquelle j'ai été témoin, c'est justement, c'est de ne pas aborder le fond de l'affaire, c'est de juste dire, j'aimerais que vous entendiez que moi, qui ai vécu un divorce très 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 violent avec mes parents quand j'étais très très jeune, les dégâts que ça fait sur les enfants. Bon, sur moi, mais j'étais l'aîné, mais mon petit frère qui a 7 ans de moins que moi, vraiment a morflé au point de se retrouver à l'assistance publique pendant des années. Hein. Il a terriblement morflé à cause de ça. Donc, ce que je veux vous dire, s'il y a un message, je profite là aussi de mon audience à travers cette audience, je profite de mon audience, du nombre de personnes qui m'écoutent, pour parler de l'audience juridique, enfin, l'affaire dont je parle, de l'audience en question. C'est deux mots pour dire la même chose. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. C'est un enfant traumatisé par un divorce violent, comme c'est le cas pour tous les enfants vivant les divorces. C'est très difficile et il y a même des cas qui sont dramatiques. Hein. Quand je dis dramatique, c'est qu'on en vient parfois au pire, hein, à l'irréversible. Hein. Si j'ai un message à transmettre par rapport à cette audience, et au-delà de cette audience, au-delà de ce cas particulier, de ce couple qui se déchire sur fond d'enfants, hein, sur fond d'intérêt des enfants. Vous pouvez très bien, je ne connais pas le fond de votre contentieux, hein, mais au-delà du fond de votre contentieux, je fais abstraction et de votre histoire, etc. Tout ce que je retiens, c'est vous êtes 2 parents, un papa et une maman qui avaient 2 enfants. J'aimerais que vous n'oubliez jamais que vous, monsieur, ex-mari, les coups que vous portez à votre femme, vous les portez à vos enfants. Et vous, madame, les coups que vous portez à votre ex-mari, vous les portez à vos enfants. Donc, quand on est un papa et une maman, au-delà même de tous les contentieux conjugaux que vous pouvez avoir, n'oubliez jamais que chaque coup que vous portez à votre ex-mari ou à votre ex-femme, ce sont des coups portés de manière démultipliée à vos propres enfants. Donc, je ne doute pas que vous aimez vos enfants, en tout cas, même au-delà de mon affaire, s'il y a un message fort qui doit passer. Pour tous ceux qui sont en contentieux de divorce, de séparation, je sais à quel point ça peut être difficile et que votre violence n'est le reflet que de votre propre souffrance de la situation. Je sais tout ça. Il faut une force de caractère. Allez chercher dans l'amour que vous portez à vos enfants la force de caractère pour retenir vos coups. Même si vous avez la haine de l'autre dans cette guerre à mort que vous vous livrez dans le cadre d'un divorce, retenez vos coups. Ne portez pas de coups
à la mère de vos enfants et ne portez pas de coups au père de vos enfants. Parce que chaque coup que vous portez, je le répète solennellement, ce sont des coups que vous portez à vos enfants.